Bonjour, je me présente. Je m'appelle Lamharra Abdelkader, professeur de physique à l'École normale supérieure de Marrakech, Université Qadi Iyad. Je suis responsable du module électromagnétisme 1. Ce module est destiné aux étudiants de l'École normale supérieure de Marrakech, filière licence d'enseignement physique-chimie S3. Il est aussi destiné aux étudiants de l'Université Qadi Iyad, filière sciences de la matière physique. Ce module comporte 4 chapitres. On commence par un rappel sur les raisons de symétrie. Chapitre 1 est consacré à la magnétostatique du vide. Chapitre 2 il est consacré à l'induction électromagnétique. Chapitre 3 il est consacré aux équations de Maxwell dans le vide. Et le dernier il est consacré aux propagations des ondes électromagnétiques dans le vide. On commence par un rappel sur les raisons de symétrie. Introduction. Les raisons de symétrie permettent de déterminer les directions des champs électriques ou magnétiques créés par des distributions de charge ou de courant. Caractère polaire ou axial d'un vecteur. Vecteur, on commence par le vecteur polaire. Un vecteur polaire est défini par sa direction, son sens et sa norme. Exemple de vecteur polaire, vecteur position, vecteur vitesse, champ électrique. Maintenant, on passe au vecteur axial. Un vecteur axial, il est défini par son support delta, son sens de rotation par rapport à delta et sa norme. Exemple de vecteur axiaux, vecteur instantané de rotation, champ magnétique, moment cinétique, etc. Quelques règles importantes. Le produit vectoriel de deux vecteurs polaires donne un vecteur axial. Le produit vectoriel d'un vecteur polaire et un vecteur axial donne un vecteur polaire. Le produit vectoriel de deux vecteurs axiaux donne un vecteur axial. On passe maintenant aux actions de symétrie. On commence par le vecteur polaire. On place un miroir parallèle au vecteur polaire. La réflexion de P sur un miroir parallèle donne un vecteur P' de même sens et de même direction. Maintenant, on place un miroir perpendiculaire au vecteur polaire. La réflexion du vecteur polaire sur un miroir M, qui lui est perpendiculaire, donne un vecteur P' opposé à P. Conclusion, le vecteur polaire est un vrai vecteur. On passe aux actions de symétrie au vecteur axial. Donc, on place sur les deux figures un miroir parallèle à un miroir perpendiculaire. Pour la réflexion de A sur un miroir qui lui est parallèle, donne un vecteur axial A' de sens de rotation opposé à celui de A. Et la réflexion du vecteur A sur un miroir qui lui est perpendiculaire donne un vecteur de même sens que A. Conclusion, le vecteur axial donne des valeurs opposées à celles du vecteur polaire. Donc le vecteur axial est un vrai vecteur. Principe de Curie. Supposons un certain système physique crée un certain effet. Ainsi S peut être une distribution de charge ou de courant. A peut être le champ électrique ou champ magnétique. Le principe de Curie nous indique que l'effet a au moins la symétrie de la cause. Application au champ électrique et magnétique. Expérience. Considérant un fil rectiligne uniformément chargé, la mise en évidence des lignes de champ par réalisation d'un spectre avec poudre diélectrique montre que E est radial. Mais si on lance un courant dans le fil précédent, le spectre de la lumière de fer montre que les lignes de champ sont circulaires. Interprétation. Pour le champ électrique, le plan M delta est un plan de symétrie. Donc B appartient à ce plan. Le plan Pi, qui est le plan orthogonal au tableau, est un plan de symétrie. Donc on peut expliquer que E appartient à l'intersection de ces deux plans. Donc E est porté par ER. On peut généraliser à d'autres distributions que E appartient à tout plan de symétrie, mais il est orthogonal à tout plan d'antisymétrie. Conclusion,
le champ électrique est un vrai vecteur. Maintenant, pour le champ magnétique B, tout plan M delta est un plan de symétrie. Et on remarque que B est orthogonal à ce plan. Et il y a une infinité de plans M delta, donc B est orthoradial. Il est porté par Eθ. Le plan P, c'est le plan perpendiculaire au plan du tableau, est un plan d'antisymétrie. Et on remarque que B appartient à ce plan. On peut généraliser à d'autres distributions que B appartient à tout plan d'antisymétrie, mais il est orthogonal à tout plan de symétrie. Conclusion, B est un pseudo-vecteur. Maintenant, on passe aux invariances. Donc, translation suivant un axe. S'il existe un axe pour lequel toute translation laisse invariante la distribution de la charge Q ou du courant, alors que l'expression des champs ou E ou B en un point M ne dépend pas de la variable de cette translation. Si nous avons rotation autour d'un axe, s'il existe un axe autour duquel la rotation d'un angle θ laisse invariante la distribution de charge ou de courant, alors l'expression des champs E ou B en un point M ne dépend pas de l'angle θ. Maintenant, on commence par le chapitre 1, magnétostatique du vide. Définition. La magnétostatique est l'étude des champs magnétiques constants dans le temps créés par des courants électriques continus ou par des aimants fixes dans l'espace. Distribution de courant, vecteur densité de courant volumique. Soit un fil conducteur de forme cylindrique de section S parcouru par un courant d'intensité I. L'intensité du courant continu est I égale dQ sur dt. Ce courant il est engendré par le déplacement des particules de charge Q à la vitesse V, soit M, la densité particulière ou nombre de particules par unité de volume, et dQ, la charge mobile traversant ds pendant dt, tel que dQ est égal à la densité de charge par l'élément de volume, dt, la charge volumique est égale à nq, et dt c'est S fois dl. On remplace dl par son expression par V dt, et on obtient I est égal à la charge volumique fois la surface fois la vitesse. Le vecteur densité de courant, J, il est défini par I est égal à l'intégrale double de J ds. Si J est uniforme, J est égal à I sur S. Donc J est égal à NQ fois V, donc automatiquement J est égal à ρ fois la vitesse. Par conséquent, le vecteur densité de courant volumique est égal à J fois ρ. Vecteur élément de courant. On définit l'élément de courant DC comme est égal à I dl. DC est égal à I dl avec I est égal à NQ S fois V. On remplace V dl par dt et on obtient un élément de courant DC est égal à J dt. Donc, il est homogène à un courant fois une distance. Vecteur densité de courant surfacique. Le vecteur densité de courant surfacique est défini par JS égale à sigma fois la vitesse. Avec sigma, la densité surfacique de charge. Donc, le vecteur élément surfacique est donné par DC égale à JS ds. Équation de conservation de la charge. On considère un volume V délimité par une surface S fermée. La conservation de charge implique que la variation de la charge électrique contenue dans le volume V est égale à l'opposé du flux de charge qui traverse la surface S. Donc voilà l'équation. Donc la variation de la charge volumique est égale à moins l'intégrale double J ds. Le théorème de Green-Ostrowski nous donne le passage de l'intégrale double à l'intégrale triple. Donc l'intégrale double de J ds est égale à l'intégrale triple divergence de J dt. En rassemblant ces équations, on va obtenir l'équation de conservation de charge. La variation de ρ dt plus divergence de J est égale à 0. C'est l'équation de conservation de charge. En régime stationnaire, c'est-à-dire la dérivée de ρ sur dt est égale à 0. Donc on a divergence de J est égale à 0. Donc J est l'état flux conservatif. Ainsi, en intégrant sur une surface fermée, on peut retrouver la loi des nœuds. Loi de Biot et Savart. La loi de Biot et Savart donne le champ magnétique créé par une distribution de courant continue
Il constitue l'une des équations fondamentales de la magnétostatique au même titre que la loi de Coulomb. Grâce à des expériences faites par Biot et Savart en 1820, ils ont pu déterminer l'expression du champ magnétique créé par un élément de courant sous la forme suivante. dB est égal à mu0 sur 4pi fois l'élément de courant produit vectoriel mm' sur le module mm' au cube, où mu0 est la perméabilité magnétique du vide, l'unité de champ magnétique est le Tesla. Répartition volumique de courant. L'élément de courant est égal à J d'étau, on le remplace dans l'expression, on obtient cette expression de B pour une distribution volumique. Répartition surfacique de courant, DC est égal à JS fois S. On le remplace dans l'expression de B, on obtient B pour une distribution surfacique. Cas d'une charge ponctuelle, soit une charge ponctuelle en mouvement à la vitesse V. J est égal à ρ fois V, c'est la densité volumique, donc c'est égal à Q sur d taux, fois la vitesse. Alors pour une charge ponctuelle, on peut écrire l'expression de B à partir de la loi du Savart. Donc B est égal à mu0 sur 4pi, Q fois V, produit vectoriel mm' sur le module de mm' au cube. Donc on obtient l'élément de courant pour une charge ponctuelle est égal, DC est égal à Q fois V. Je vais vous donner maintenant un résumé sur les éléments de courant. Dans le cas d'une distribution volumique, DC est égal à J d'étau. Dans le cas d'une distribution linéaire, DC est égal à IDL. Dans le cas d'une distribution surfacique, DC est égal à JS ds. Dans le cas d'une seule charge qui ayant la vitesse V, DC est égal à Q fois V. Potentiel vecteur. Existence. Par analogie au potentiel scalaire, on définit un potentiel vecteur A tel que B est égal à rotationnel de A. Choix de Georges. B est égal à rot de A. Si on prend A' est égal à A plus grade d'une fonction scalaire, et on applique l'opérateur rotationnel A', rot de A' est égal à rot de A plus rot grade de la fonction scalaire. Or, rot de grade est égal à 0. D'où on obtient B est égal à rotationnel de A et aussi est égal à rotationnel de A'. D'où l'indétermination de A d'une façon unique. Puisque A n'est pas unique, on fait un choix de potentiel vecteur tel que le flux de A soit conservatif. Ceci se traduit analytiquement par divergence de A est égal à 0. Ce choix, on l'appelle choix de Georges. Expression du potentiel vecteur. Par analogie au potentiel scalaire, l'expression du potentiel vecteur peut s'écrire sous la forme suivante. A de M est égal à mu0 sur 4pi, l'intégrale triple J de M' d'étau sur le module MM'. On va écrire maintenant le potentiel vecteur en fonction de R. MM' est égal à MO plus OM, qui est égal à R moins R'. D'où l'expression de A en fonction de R. Justification de ce choix. Puisque B est égal à rotationnel de A, on va appliquer rotationnel à l'expression qu'on a posée. Nous avons ici deux fonctions pour le rotationnel, une fonction scalaire f et une fonction scalaire, un vecteur h. Rot de f fois h est égal à f rot de h plus grade produit vectoriel h avec h est égal à 1 sur r moins r' et h' est égal à j de r'. Grade de 1 sur r moins r' est égal à r moins r' vecteur sur le module r moins r' au cube. Et rotationnel de j de r' est égal à 0. Pourquoi? Parce que j de r' ne dépend pas de r. Donc on obtient b est égal à mu0 sur 4pi r moins r' sur r moins r' module au cube, produit vectoriel j de r' d'étau. Conclusion, on retrouve l'expression de A donnée par la loi de Biot-Savart. Donc l'expression de potentiel vecteur A de M peut s'écrire sous la forme suivante. A de M est égal à mu0 sur 4pi, l'intégrale triple J de M' sur MM' d'étau. Remarque, le potentiel vecteur A est un vrai vecteur.
Première application, fil rectiligne infini. On considère un fil rectiligne infini parcouru par un courant continu d'intensité I. Premièrement, on cherche les directions de B en utilisant les raisons de symétrie. Tout plan contenant le fil et le point M est un plan de symétrie. Donc B est orthogonal à tout plan de symétrie. Pourquoi? Parce que B c'est un pseudo-vecteur. Donc en coordonnées cylindriques, B sera porté par Uθ. La distribution de courant est invariante par translation suivant l'axe Z. Mais aussi elle est invariante par rotation autour de l'axe Z. Automatiquement, B ne dépend pas de Z et ni de θ. Elle dépend uniquement de R. D'après la loi de Vitesse-Savart, l'expression de l'élément du champ magnétique est égale à μ0 sur 4π I dl, produit vectoriel mm' sur le module au cube de m'M. On pose m'M est égal à R. Donc l'angle entre dl et M' c'est θ. Θ est égal à π sur 2 moins alpha. Donc le sinus devient un cosinus. Donc on fait un changement de variable, tout en fonction de alpha. Donc tangente alpha est égal à OM' sur R, qui est égal à L sur R. En différenciant cette équation, on obtient d alpha sur cosinus alpha au carré est égal à dl sur R. Et cosinus alpha est égal à R sur petit r. Donc le modèle de l'élément de champ devient μ0i cosinus alpha sur 4π grand R d alpha. En intégrant cette expression entre moins π sur 2 et π sur 2, on obtient l'expression du champ magnétique qui est égale à μ0i sur 2π grand R, qui est en coordonnées cylindriques, qui est porté par Uθ. Maintenant, on va écrire B en coordonnées cartésiennes. Le Eθ, c'est un vecteur qui est orthogonal à ER, il est dans le plan XY. Voilà les composantes de Eθ. Donc on prend l'expression de B, le module de B, en multipliant par les vecteurs unitaires Uθ, on obtient B en coordonnées cartésiennes. Maintenant, on passe au calcul du potentiel vecteur A. B est égal à rotationnel de A. Les composantes du vecteur rotationnel, les voilà. La première est égale à Bx, la deuxième est égale à By et Bz est égal à 0, d'après les raisons de symétrie. On cherche la direction et invariance pour A. Tout plan perpendiculaire au plan au fil est un plan d'antisymétrie. Et puisque A est un vrai vecteur, A est perpendiculaire à tout plan d'antisymétrie. Donc automatiquement, A sera porté par UZ. Et les autres composantes AX et AY sont égales à 0. Pour les invariances, la distribution est invariante par translation selon l'axe Z. Donc A ne dépend pas de Z. Donc A est égal à A de X, Y, UZ. Maintenant, on calcule le potentiel vecteur. Les composantes du rotationnel se simplifient et il devient la dérivée de A indice Z par rapport à Y est égale à cette expression. Et la dérivée de AZ par rapport à X est égale à cette expression. En intégrant ces deux expressions, on obtient que AZ est égal à μ0i sur 4π log népérien de x carré plus y carré plus une constante. Cette constante est homogène à un log népérien d'une distance au carré. Donc A est égal à μ0 sur 4π log népérien de x carré plus y carré divisé par A carré. Donc on peut vérifier bien que A vérifie l'équation de George, ou bien le choix de George, divergence de A est égal à 0. Deuxième application, c'est pour une spire circulaire champ sur l'axe. Considérez une spire circulaire d'axe OZ, de rayon R, parcourue par un courant I. Étude des symétries. Tout plan contenant l'axe Z de la spire est un plan d'antisymétrie. Et puisque B appartient à l'intersection, il existe plusieurs plans d'antisymétrie, donc B appartient à l'intersection de ces plans. Donc cela implique que B est porté par UZ. Maintenant on passe au calcul du champ magnétique sur l'axe. Voilà l'expression de dB à partir de la loi de Vitesse-Savart. Donc dB est égal à μ0i 4π dl sur r carré.
On pose petit r est égal à m', qui est égal à la racine de r carré, dans le rayon, plus z au carré. Puisque B sera porté par z, on prend que la composante dBz. Donc dBz est égal à le module dB fois cosinus alpha. Donc IDL est égal à R dθ, parce que c'est un morceau d'un arc, donc est égal à R dθ. Donc en remplaçant alpha qui est égal à pi sur 2 moins θ, donc dBz est égal à dB sinus θ. Donc on remplace dans l'équation ici, donc tout est constante, on sort donc mi0 i R sinus θ 4pi r carré. La seule variable c'est dθ. On intègre de 0 à 2pi, on obtient l'expression suivante. On remplace sinus θ par son expression parce que sinus θ est égal à le rayon sur la racine carrée de r carré plus z carré. On obtient l'expression de b de z en fonction de z ou bien en fonction de θ. C'est égal à mi0 i sur 2r sinus θ occupe uz. Le champ au centre de la spire, soit pour z est égal à 0 ou bien pour θ est égal à pi sur 2. Donc on obtient b de 0 est égal à mi0 i sur 2r. Maintenant on passe aux troisième application solenoïde, champ sur l'axe. La définition d'un solenoïde: un solenoïde est un circuit constitué de spires jointives enroulées sur un cylindre, soit L sa longueur et R le rayon, et N le nombre de spires parcourus par le courant I. Voilà le schéma. Soit N, petit n est égal à grand N sur L, le nombre de spires par unité de longueur. Donc, une tranche de solenoïde de largeur dz est équivalente à une bobine plate contenant n fois dz spire. Donc on va calculer le champ de l'axe, on prend l'expression de la spire, on remplace le n, nombre de spires, par n dz. Et on a l'expression en fonction de sinus alpha. Donc on fait un changement de variable, tangente alpha est égal à r sur z, et dz est égal à r dθ sur sinus θ au carré. Donc on somme sur les dB, on somme entre θ1 et θ2, et on obtient l'expression pour un solenoïde de longueur r est égal à mi0 ni sur 2 cosinus θ2 moins cosinus θ1. Donc on pose petit n est égal à grand N sur L. Donc, pour un solenoïde infini, θ1 s'entend vers pi et θ2 s'entend vers 0. Et on obtient B est égal à mi0 ni uz.